Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une méthode de contraception naturelle qui est la symptothermie avec Mélissa Carlier, fondatrice de Cyclo Intima. Dans cet épisode, on parle de la pilule qu'elle et moi avons pris pendant pas mal d'années, non pas sans effet secondaire, ce qui l'a fait arrêter, ce qui l'a amené à connaître et tester la symptothermie. Elle nous explique en quoi ça consiste en détail, qui peut l'utiliser, comment ça se passe au quotidien, d'où ça vient. On parle de la méthode Ogino et de Billings, qui n'est en fait pas la même chose, et des préjugés sur cette méthode, qu'elle défonce tous d'ailleurs, et ça donne vraiment envie de la tester, d'autant plus qu'on reprend le pouvoir sur notre cycle féminin. Bonne écoute! Parfait, let's do it! Let's go. Alors, aujourd'hui, on va parler de la méthode de la contraception naturelle avec toi, Mélissa Carlier. Coucou, merci d'être là. Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. Tu es kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale et conseillère formatrice en contraception naturelle et flux instinctif libre, ainsi que fondatrice de Cyclo Intima. On va commencer par toi, par ton histoire. Est-ce que tu peux nous raconter d'où te vient cette passion pour le fonctionnement du corps humain et nous en dire un petit peu plus sur ton histoire personnelle ? Oui, avec plaisir. Alors là, ça remonte à très longtemps. Disons que j'ai toujours été passionnée du corps humain et de comprendre un peu comment on fonctionnait. Ouais. Et ça date du lycée, quoi. J'ai fait des études de médecine. Finalement, je suis devenue kiné. Et en fait, ça a été pour moi un cadeau, même si j'étais un peu déçue sur le coup, parce que ça m'a permis de prendre vraiment le chemin que je désirais, parce que ces études étant plutôt courtes, ça m'a permis de me reformer derrière vraiment vers des choses qui m'attiraient vraiment. Et donc, il y a quelques années, maintenant ça doit faire 5 ans, je me suis posé la question de la pilule, ce qui Ouais. m'était jamais arrivé de ma vie, parce que je prenais la pilule depuis 7 ans, je crois, 7 ou 8 ans, sans trop me poser la question. Et je me suis rendu compte en fait que je souffrais de différents symptômes, de différents maux dans mon corps qui étaient pas graves ou vitaux, mais tu vois, j'avais des troubles de la libido, j'avais tendance à être déprimée alors que tout allait bien dans ma vie et tout. Et spontanément, j'ai complètement lâché ça en me disant, il y a un problème quoi. Je fais en sorte de pas manger du poulet, de manger du poulet bio, toute la journée ou des trucs sains, et je prends un cacheton tous les jours, pour ma contraception. Il y avait un truc qui collait pas. Et donc j'ai arrêté, et en fait, je suis tombée, du coup par le plus grand des hasards, sur la symptothermie, et ça m'a plongée dans l'univers de la femme, du cycle menstruel, quelque chose auquel j'étais pas du tout sensibilisée en fait. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant, parce que je me suis rendu compte à quel point le cycle menstruel était vraiment, on va dire, l'image, en parallèle, le miroir de la santé de la femme. Depuis ce moment-là, j'ai commencé à expérimenter sur moi un tas de choses, donc la symptothermie, le flux libre instinctif aussi et tout ça. Et puis plus j'ai découvert et plus j'ai voulu apprendre, et comme je suis une éternelle étudiante, je me forme constamment. Et plus je me forme et plus je me rends compte de tout ce qu'il y a encore à apprendre. Donc voilà un peu globalement comment je me suis intéressée à ce sujet. Ouais, tout part d'une petite pilule. Et parce que tu voulais pas prendre un stérilet ou t'orienter vers d'autres moyens de contraception ? Mais en fait, bizarrement, moi, j'ai rien contre les autres contraceptions. Disons que moi, je suis dans ma démarche naturelle. Et les femmes qui décident, en fait, je prône vraiment un choix libre et éclairé. Donc, à partir du moment où on connaît les avantages et les inconvénients, pour moi, tout est OK. Mais tu vois, le stérilet en cuivre, j'avais un vrai blocage de me dire, ah, ça me dérange de planter un truc dans mon utérus. Alors, il y a des femmes qui se posent pas du tout la question et ça dérange pas. Mais moi, je trouvais que c'était un acte qui était intrusif, alors que mon corps est en bonne santé et je voyais pas pourquoi je devais m'imposer ça. Surtout quand t'as pas eu d'enfant encore. Exactement. Déjà, j'avais jamais eu d'enfant, et vraiment, j'avais un blocage à l'idée d'avoir un stérilet en cuivre, un DU en cuivre. Et pour te dire, quand j'ai commencé la symptothermie, j'ai commencé en autodidacte. Pour ça que maintenant, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut qu'il se passe quelque chose et que les femmes puissent être accompagnées, parce que ça a été difficile pour moi au début.
les gens autour de moi ne croyaient pas en ma démarche, on va dire, et ont essayé beaucoup de me décourager. Il disait quoi, par exemple? Oh bah tu verras, dans 3 mois, tu seras enceinte. Ouais, voilà, typique. Tu vois, ou alors ma grand-mère qui me dit, j'en ai parlé à mon généraliste, il m'a dit que votre petite fille était totalement irresponsable. Tu vois, Ah, j'adore. voilà, que des conneries comme ça. Et ça pèse, et c'est vrai que moi qui venais du milieu médical et qui ai fait des études dans la santé, ça avait une très très mauvaise réputation aussi, donc j'étais un peu à l'encontre de tout par rapport à ça, quoi. Et je sais même plus pourquoi c'était quoi la question à la base par rapport au stérilet en cuivre. Pourquoi tu t'es pas orienté vers des méthodes plus de contraception naturelle? Mais cela dit en passant, moi je suis pareil que toi, c'est à partir du moment, parce que moi j'ai pris au moins 13 ans la pilule, j'avais 15 ans, Ouais, c'est-à-dire que j'ai eu peut-être, allez, même pas un an mes règles, qui étaient d'ailleurs très hémorragiques, et c'est pour ça, puis aussi parce que j'avais des boutons, donc on m'a mis la pilule, ouais, et j'ai arrêté donc il y a quelques années. 13 ans de pilule, c'est quand même énorme hein, sur la santé. Moi je pense que voilà, du coup j'ai des troubles digestifs, le foie il était bien saturé, en plus j'ai fait Roaccutane, enfin t'imagines même pas le ouais, programme. Et, d'accord. et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, je n'en peux plus, je ne veux plus, parce que pareil que toi, j'étais dans une démarche naturelle, et je me suis dit, mais non, en fait, j'ai envie d'arrêter, j'ai plus envie de prendre une pilule qui domine nos hormones, qui sont Ouais, essentielles pour notre santé. Et en fait, depuis, c'est comme si j'étais écœurée, c'est-à-dire que je ne veux plus rien mettre dans moi, si c'est l'homme qui doit s'en occuper, c'est lui qui gère. Donc maintenant, nous, on en est au préservatif. Bon, on sait jamais, l'autre jour, on m'a fait un peu flipper, mais toi, ça perce jamais. Là, bah non, moi, ça m'a jamais percé de ma vie, mais bon, sait-on jamais quand même. Et oui. j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas du tout envie de mettre un stérilet ou de n'importe quoi. Non, c'est fini pour moi, là, pour l'instant, Oui. saturé, tu vois. C'est ça, c'est incohérent. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai commencé à symptothermie pendant quelques mois, et au bout de 2 mois, 3 mois, tous ces mots et toutes ces phrases assassines commençaient à m'atteindre, et j'ai pris rendez-vous pour être un stérilet parce que j'ai perdu confiance en moi, Ouais. alors que j'avais commencé ma démarche et que ça se passait très bien. Et en fait, la veille de mon rendez-vous au gynécologue, je me suis effondrée et j'ai dit à mon chéri, mais je peux pas en fait. Vraiment, je peux pas. C'est contre nature pour moi. Pour moi, j'ai l'impression de violenter mon corps. Voilà. Et du coup, j'avais carrément pris mon rendez-vous pour y aller et je l'ai annulé à la dernière minute. Ça, c'est bien parce que t'as réussi à Ouais. t'écouter. C'est vrai qu'on nous file tout comme un bonbon, quoi que ce soit la pilule ou autre. C'est tiens, vas-y, t'as quelques boutons, on va te filer la pilule. Enfin, on Ouais. essaie même pas de comprendre pourquoi et d'où ça vient, quoi. C'est dingue. Je comprends C'est pas. dingue, ouais. C'est vraiment triste en fait parce qu'il y a des femmes qui vont du coup souffrir pour des choses, pour un manque de connaissances malheureusement, ou un manque d'information, et de la part parfois et à la fois des médecins du coup aussi, parce qu'eux aussi ils sont pas au courant de tout, et c'est vraiment dommage de s'infliger des choses qui sont pour nous, qui peuvent être violents. Alors je dis qu'heureusement il y a des femmes pour qui c'est vraiment un choix de prendre un stérilet en cuivre et qui le vivent très très bien. Bah, c'est le principal, c'est ça. C'est ça, mais aussi plein de femmes qui souffrent énormément de règles hémorragiques, de douleurs, d'appréhension, ou qui aimeraient autre chose. Et voilà, c'est comme la pilule. C'était un peu tabou à l'époque de d'oser dire, bah moi j'ai plus de libido à cause de ma pilule, quoi. Ah bah non, c'est dans ta tête. Non, mais c'est Voilà. vrai, moi, je suis d'accord, hein. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté la pilule, mais ça a mis du temps, hein, parce que j'ai mis déjà 9 mois à avoir mes règles, et ensuite j'ai eu une crise de boutons, mais comme jamais, c'était affreux. Et en fait, j'avais une libido de dingue, j'avais envie de baiser tout le temps, j'avais chaud, il faisait -15 dehors, j'étais en t-shirt, en mode grosse chaudasse, mais juste j'avais des grosses bouffées de chaleur. Tu sais, je me reconnaissais pas, et je me suis dit, mais c'est fou le pouvoir des hormones, donc c'est pas étonnant qu'il Ah y avait mais plein de oui, choses qui étaient éteintes pendant qu'il y avait des pilules avec des hormones ouais. artificielles, quoi. Je te rejoins énormément. Moi aussi, j'ai redécouvert mon désir en fait. Hmm. J'ai pris la pilule tellement tôt, et je le dis maintenant, pour moi, c'est une castration chimique. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pris la pilule tellement jeune, hein, comme on fait maintenant à 15 ou 16 ans, que j'avais même pas eu le temps de découvrir ce que c'était d'avoir un corps de femme, de découvrir une vraie sexualité, qu'on m'a tout de suite court-circuité tout ça. Et c'est passé dans l'ombre, et je regardais avec mes copines, toutes mes copines autour de moi, on se disait, mais en fait, pourquoi on a toutes des problèmes avec nos copains, quoi, des problèmes de cul, c'est pas possible. Dans les films, à cet âge-là, ça s'envoie en l'air toute la journée, Bah tu oui, vois. ça nique, merde alors. À 20 ans, normalement, on dit c'est le feu, tu On vois. fire. Et nous, on avait toutes plus ou moins des problèmes, et ce qu'on avait en commun, bah, c'était de prendre la pilule, quoi. Et puis surtout, tu te demandes, tu Euh, sais, je trouve que t'imagines si t'avais pas eu la pilule, comment t'aurais réagi dans différentes situations, comment ton corps se serait développé. Je c'est suis ça. sûre qu'il y a plein de choses qui se sont modifiées physiologiquement à cause de ça. Ah bah oui, surtout qu'on est on est totalement immature
d'un point de vue de nos hormones à cette période-là, parce qu'on a nos premiers cycles. Ouais. Donc, si c'est à ce moment-là qu'on prend la pilule, alors qu'il n'y a pas cette maturité encore, c'est sûr qu'on vient court-circuiter beaucoup de choses. Donc, c'est difficile de savoir quel aurait été notre corps, on va dire, ou quel est vraiment l'impact en fait de la pilule, parce que heureusement, on est quand même en bonne santé et tout ça. Et puis aujourd'hui, le corps a plein de ressources, donc il rebondit très très bien à beaucoup de choses, parce qu'on n'est pas envahi que par la pilule. Il y a plein de choses qui nous envahissent dans l'environnement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, une jeune femme qui est très jeune veut prendre la pilule, moi, ça me fait un peu mal pour elle maintenant. C'est ça, je pense qu'en fait, ça a été merveilleux pour plein de femmes, mais maintenant, il faudrait vraiment une campagne de sensibilisation sur les effets secondaires, sur ce à quoi tu t'attends. Et surtout, moi, j'aurais aimé qu'on m'explique que le dermato, par exemple, ils me disent, bah écoute, peut-être que tu digères pas du tout les produits laitiers ou le gluten ou autre chose, peut-être que tu es très stressé, peut-être que ceci, cela. Et on va peut-être essayer, avant de filer la pilule, de voir comment tu pourrais agir avec un certain régime alimentaire, régime psychologique. Enfin, tu vois, je pense que c'est des pistes qui auraient pu et qui seraient intéressantes. Mais bon, je ne suis Ouais, pas dermato. c'est ça. Et puis je pense qu'on est à l'aube de cette médecine. Heureusement, de plus en plus de monde est sensibilisé à ça, et de professionnels de santé aussi. Donc c'est un peu la médecine de demain, de se dire la santé, c'est quand même notre nature profonde, et un manque de santé ou un trouble, ça a une origine, quoi. C'est pas juste un traitement pansement qui va masquer tout ça. Quelle est la source? L'alimentation, comme tu dis, une intolérance. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de pistes à creuser. Mais avant, enfin, c'est assez récent ce mode de pensée, mais ça commence à fleurir un peu partout. Donc je pense qu'on peut avoir espoir. Ah, j'espère. On va poser un cierge. Pourtant, je suis pas du genre à poser un cierge, mais. Alors, donc du coup, la Oui. symptothermie, qu'est-ce que c'est? Alors, la symptothermie, c'est un mot un peu barbare. C'est une méthode d'observation du cycle, à proprement parler. C'est-à-dire que c'est une méthode qui va se baser sur certains signes de fertilité, comme la glaire cervicale et la température au réveil. Et ces deux signes combinés vont nous permettre de suivre l'évolution de notre cycle, de mettre en évidence nos différentes phases, donc la phase œstrogénique, la phase lutéale, et donc aussi entre les deux l'ovulation. Et donc cette méthode, elle peut être utilisée à plusieurs fins. Soit on l'utilise à but contraceptif, parce qu'on décide de justement mettre en évidence nos périodes de fertilité, et du coup de se protéger pendant les périodes fertiles. Donc sachant que pour un cycle classique, on est fertile un tiers de notre cycle. Et voilà, on peut aussi l'utiliser à but pour optimiser une conception. Donc là, voilà, on va pouvoir optimiser la conception en repérant le pic de fertilité. Ou alors juste pour s'observer, pour apprendre à se connaître, et pour voilà, se rassurer qu'on ovule bien, ou alors comprendre parce qu'on a des cycles irréguliers ou des cycles un peu longs, et comprendre ce qui se passe, parce qu'en général, on repère très facilement les règles, mais on ne sait pas ce qui se passe entre deux périodes de saignement. Donc, mettre un peu en lumière tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà. Et c'est une méthode qui est fiable, parce que la corrélation de ces deux éléments permet de s'assurer avec fiabilité qu'on a bien un changement de phase en fait. Et c'est ça qui nous intéresse en symptothermie. Ouais, ouais. Et alors, c'est pour qui? Alors c'est pour qui? C'est pour toutes les femmes qui, de manière générale, déjà ressentent le besoin de se reconnecter à leur corps. Parce que aujourd'hui, comme on l'a dit, on est un petit peu loin de la connaissance de notre propre fonctionnement. C'est un véritable décodeur. Les informations que notre cycle menstruel nous donne ont une portée beaucoup plus large que juste le cycle menstruel, parce que ça révèle beaucoup de notre fonctionnement, hein. C'est-à-dire que une période de stress, tu vas avoir, ça va toucher ton cycle, hein. Tu peux ovuler plus tard ou plus tôt. Un changement, comment dire, alimentaire va impacter ton cycle. Donc voilà, pour toutes les femmes qui sont dans cette démarche, déjà de vouloir se reconnecter à elles, de s'explorer, de mieux comprendre comment elles fonctionnent, ça peut être vraiment intéressant. Pour celles aussi qui ont des troubles du cycle ou qui s'inquiètent, tu sais, pour souvent, il y a des femmes qui prennent la pilule. Alors, je sais pas si c'est ton cas, on l'arrête et puis on se demande, mais est-ce que je vais ovuler? Bah oui, tu te Est-ce que ça demandes, marche c'est clair. encore? Ouais, exactement. Voilà, et pour se rassurer, parce que du coup, on se rassure, on se dit, ah super, ça marche bien, j'ovule bien à tous les cycles et tout ça.
pour se rendre compte de nos particularités, hein, parce qu'il y a pas 2 femmes pareilles et 2 cycles pareils et le mythe de l'ovulation au 14e jour, on peut la jeter à la poubelle. Voilà, on est d'accord. C'est vrai que le cycle de Voilà. 28 jours, ça n'est pas vrai, ça dépend des personnes, on est toutes différentes. Non, c'est ça et j'ai envie de dire avec, comme on le mentionne, l'environnement, l'impact, des perturbateurs endocriniens et tout, bah, les tendances générales sur le cycle changent en ce moment. Ouais. On peut avoir des cycles, bah, plus courts avec des phases lutéales qui se raccourcissent parce qu'on peut être facilement carencé ou des cycles plus longs parce que, voilà, on fait des tentatives d'ovulation. Ça va vraiment dépendre des femmes et dépendre, de l'influence de l'environnement. Mais voilà et puis après, bah, bon, moi, je dirais c'est pour toutes les femmes qui se sentent prêtes. L'idée, c'est pas de lancer une nouvelle injonction, faut se mettre à cette nouvelle méthode, c'est génial, c'est hyper important. Il y a plein de femmes qui me contactent et elles sont plein de peur et je leur dis, voilà, la graine, elle est semée. Vous savez que ça existe. Maintenant, il y a un bon moment pour se lancer. C'est peut-être pas maintenant parce que c'est quand même un engagement personnel. C'est quand même une démarche qui va demander d'apprendre, de se renseigner, de se découvrir et tout. Et du coup, faut pas se lancer parce que faut se lancer. Faut se lancer parce que c'est un appel de l'intérieur, ça nous parle et du coup, on est prête, quoi. Donc, du coup, c'est pour toutes les femmes qui sont curieuses et qui se sentent prêtes à se lancer, bah faut y aller, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors la grande question, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser en cas de cycle irrégulier? Ah bah oui, 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 tout à fait. Alors, toujours à quel but, hein? Si c'est à but de contraception, de conception ou d'observation. Je vais être vraiment honnête, quand on l'utilise en contraception et qu'on a des cycles irréguliers, on peut se retrouver à la problématique, en fait, devant la problématique, suivante, c'est que nos phases de fertilité, elles sont très longues parce que l'ovulation, c'est un phénomène qui est comment dire? On ne peut pas prédire l'ovulation à l'avance. On peut juste, remarquer quand elle est passée, remarquer le passage d'une phase à l'autre. Donc toute la fenêtre de fertilité, c'est une période durant laquelle on est en attente de cette ovulation. Quand on a des cycles longs, par exemple, la fenêtre de fertilité peut s'ouvrir très tôt parce qu'on a tous les signes de fertilité, mais l'ovulation tarde. Donc on ne va pas prendre le risque parce que si on a un rapport 3 jours avant l'ovulation et qu'on est en période de fertilité, on sécrète une glaire qui est capable de conserver les spermatozoïdes jusqu'à 5 jours dans le corps de Et la ça, femme. c'est-à-dire ça donne l'information qu'on est en ovulation, c'est ça? Ça donne l'information que l'ovulation se prépare. Ouais. Mais l'ovulation, elle est liée à des facteurs, on va dire hormonaux, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir un certain taux d'oestrogène, mais aussi à des facteurs environnementaux, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui donne l'impulsion de l'ovulation avec le pic de LH. Et même si en bas, l'œstrogène, enfin, même si les ovaires et les follicules sont prêts, que le niveau d'œstrogène est suffisamment haut, l'ordinateur de bord qu'il y a dans notre cerveau va quand même calculer un certain nombre de phénomènes et se dire, attends, elle en est où dans sa vie? Est-ce que c'est vraiment le moment de faire un bébé? Et donc, il suffit qu'on soit en pleine période d'examen, je sais pas moi, il y ait un gros événement émotionnel, ça peut être un deuil ou une joie, hein, ça peut être les deux, qui fait que le cerveau, il va se dire, on décale l'ovulation. Et du coup, ça peut faire des phases folliculaires, des phases œstrogéniques un peu longues, quoi, tu vois? Mais ça, en fait, pour moi, la symptothermie est toujours applicable parce que la symptothermie, c'est quoi? C'est une méthode d'observation du cycle. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on s'observe, on se rend compte de ça. Donc, c'est toujours assez magique de se dire, ah ouais, non, mais là, tu vois, moi, c'est trop marrant parce que pendant le confinement, j'ai remarqué, alors tout le monde me dit que ça générait du stress et pourtant, moi, toutes les femmes que j'ai suivies, j'ai l'impression qu'elles étaient tellement détentes pendant le confinement qu'elles ont toutes régulé leur cycle d'être à la maison, tu vois. Et la reprise du travail, au contraire, ça a été une remontée de stress et j'ai beaucoup de femmes qui ont tardé à ovuler ou ont eu des cycles à rallonge, parce qu'elles ont repris le boulot, quoi. Donc en fait, ça a généré ce stress, ça a décalé l'ovulation. Ah, c'est intéressant, ouais, parce qu'effectivement, tout le monde pensait que le confinement, c'était du stress, mais au final, c'était du stress extérieur, peut-être, mais intérieurement, effectivement, elles avaient peut-être moins de deadline, il fallait peut-être pas prendre le métro, pas prendre la voiture, donc du coup, c'était plus doux. Exactement. Ouais. C'est ça et puis, voilà, on prend du temps pour soi. De toute manière, on avait que ça à faire, de se reposer, de s'écouter, d'être juste là et de ralentir
Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai vu l'impact. Et en fin de compte, même si on disait que c'était une période un petit peu tendue, moi, personnellement, dans les femmes que j'ai eues, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais oh là là, c'était une respiration pour moi. Donc, c'était un temps de pause, quoi. Tout le monde est en pause, donc en plus, on peut s'autoriser à rien faire, c'est génial. On culpabilise pas vu que personne ne fait rien. Et la reprise du travail a eu un impact énorme et c'est très lisible sur les cycles. Donc, quand on a des cycles irréguliers, c'est d'autant plus intéressant qu'on peut comprendre pourquoi la nature de leurs irrégularités. Est-ce qu'ils sont irréguliers parce que tu as des phases œstrogéniques longues ou parce que tu fais des tentatives d'ovulation ou parce que tu vois, il y a tellement de raisons. Et il y a une chose que j'ai pas précisée, c'est que aujourd'hui, on reconnaît des saignements, on va dire systématiquement, c'est des règles quand on a des saignements, des coulées de sang importantes. Mais en fait, on peut avoir ce qu'on appelle des saignements intermenstruels, c'est-à-dire que si on n'ovule pas, il se peut qu'on ait quand même des saignements intermenstruels parce que voilà, on a quand même une chute d'œstrogène, comme si le corps avait quand même besoin de se renouveler. Et ces saignements, c'est un peu les témoignages de femmes qui disent bah, moi, je suis tombée enceinte pendant mes règles. Mais en fait, c'était pas des règles, c'était des saignements intermenstruels. Et du coup, tant qu'on ne s'observe pas, on ne peut pas vraiment savoir avec certitude si nos saignements, ce sont des règles ou des saignements intermenstruels. Ouais, et c'est marrant parce que moi, c'est plutôt. Ça m'arrive d'avoir 4 jours après mes règles de revoir du sang. Je sais pas pourquoi, mais ça m'arrive. Voilà. Vous savez Oui, tout. voilà. Et on peut avoir aussi du spotting, c'est ça, des petites apparitions de sang, bah, soit au moment de l'ovulation, parce que la montée d'œstrogène, la poussée œstrogénique va entraîner, on va dire, des petits saignements, ou alors pendant le syndrome prémenstruel. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant. Et tout ça, en fait, on va le passer au crible. Et on va pouvoir bah, aussi agir dessus parce que bah, si on découvre quelque chose qui met en évidence un petit déséquilibre hormonal, on le prend très tôt en fait, on le prend en amont. Et du coup, bah, ça peut être une légère carence qui, avec quelques compléments alimentaires, en 2-3 cycles est réglée et on n'en parle plus, plutôt que d'attendre que ça se dégrade sur des mois, voire des années, d'être super carencé et à la fin d'avoir d'autres symptômes, tu vois. Donc c'est un outil même de santé, quoi. Hmm. Et c'est une technique qui date de quand? Alors, c'est une technique qui date, si je te dis pas de bêtises, je crois des années 50. Elle a été créée entre la méthode de Billings et celle des températures. Alors, pour resituer, comme c'est un mélange des deux, la méthode Billings, c'est une méthode qui est basée que sur l'observation de la glaire. La méthode de température, c'est une méthode qui est fondée que sur la température. Et donc, la symptothermie, c'est la corrélation des deux. Donc, ça fait déjà quelques années, c'est un couple c'est les Rotzer, en fait, qui ont créé cette méthode. Et il y a maintenant, bah, quand même, tu vois, 70 ans. Donc, c'est pas non plus si récent que ça, quoi. Mais, et en plus, cette méthode, alors pas forcément la symptothermie, mais le fait de prendre sa température, c'est souvent critiqué parce que tu vois, l'autre jour j'en parlais à ma belle-mère, voilà, et elle me disait qu'il y avait énormément de bébés oginaux qui étaient nés de cette méthode, alors que le but c'était justement de contrôler sa température pour pas en avoir. Et donc, tu vois, il y a des préjugés par rapport à ça. Alors, comment cette technique, elle a évolué aujourd'hui et comment elle fait qu'elle est sûre, ou en tout cas beaucoup plus Ouais. sûre? Alors voilà, c'est une chose qui ressort beaucoup. Là, on parle de la méthode Ogino, qui est une méthode de calcul. Alors, donc ça, c'est clairement pas fiable parce que calculer son cycle, ça veut dire que on est sûr qu'on ovulerait au 14e jour. En fait, la méthode Ogino, c'est partir du principe que on a nos ovulations 14 jours avant les règles. Or, comme on part du principe qu'on a des cycles de 28 jours, du coup, ça veut dire qu'on ovule 14 jours après le premier jour des règles, ce qui est complètement faux, quoi. Donc du coup, bah, forcément, on se loupe et ça marche pas et on tombe enceinte. Donc ça, on met de côté tout même si vous avez des applications sur votre téléphone qui vous disent bah, vous allez ovuler dans 6 jours, vous pouvez supprimer votre application. C'est des applications de prédiction, c'est totalement faux. La température, c'est encore autre chose. La température, c'est pour ça que la symptothermie, elle est fiable. Uniquement la température est une donnée qui peut être influencée par d'autres facteurs que les hormones. Tu vas être malade, tu peux avoir une montée de température, tu vas faire une grosse soirée le matin, tu as une montée de température. Et donc la symptothermie prend en compte ce qu'on appelle ces événements perturbateurs, les met à l'écart pour pouvoir analyser la courbe. Mais la courbe seule de la température ne nous permet pas d'être sûr à 100% du changement de phase, c'est que la corrélation avec la glaire qui fait la force. Parce que du coup, le fait d'avoir ces deux éléments, si la température est perturbée, on a la glaire qui nous valide.
Et si la glaire est perturbée, on a la température qui nous valide. Donc la force de cette méthode, et ce qui fait qu'elle est fiable à 98% d'après l'OMS, hein, c'est des chiffres officiels, la corrélation des deux fait que finalement, on ne peut pas se tromper parce que du coup, on a les deux éléments et s'il y en a un des deux qui est perturbé, on peut toujours valider grâce à l'autre ou confirmer, tu vois. D'accord, ouais, donc t'as deux manières d'être en sécurité par rapport à ce que tu penses. Exactement. D'accord. C'est le double contrôle. Et en termes d'indice Pearl, alors d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'indice Pearl? Oui, alors l'indice PEAR, c'est l'indice de fiabilité des méthodes de contraception. Ouais. Donc c'est ce fameux chiffre là dont je parlais qui est mis en place auprès de l'Organisme mondial de la santé, qui permet vraiment, donc on a des tableaux comparatifs sur leur site qui permettent de comparer toutes les méthodes de contraception et d'évaluer leur efficacité. Et donc l'indice Pearl, c'est ça, c'est combien de grossesses indésirées il y a sur 100 femmes en fait. Du coup, j'inverse, hein, c'est pas 98% de fiabilité, ça veut dire que sur, on va dire 100 femmes, il y aurait 2 femmes qui sont à risque de tomber enceinte. Et sachant que la pilule, c'est 99%. Il n'y a aucune méthode qui est fiable à 100% Voilà, de c'est tout. ça, ouais, mais c'est intéressant de leur dire, tu vois, c'est intéressant. C'est ça. C'est ça. Oui, oui. Et ça, c'est intéressant de bien comprendre comment ça marche. Encore une fois, c'est une méthode qui est très fiable, en fait, hein, qui est aujourd'hui dans de nombreux pays recommandée. En France, on est un peu à la ramasse là-dessus. Et on a beaucoup de préjugés sur ce genre de technique. Mais pour moi, les fondements de la fiabilité, c'est la méthode. Mais du coup, c'est quoi? C'est vraiment d'être bien formé. Parce que pourquoi les femmes, elles tombent enceintes? C'est qu'en fait, elles se lancent et elles ont passé à la trappe une ou deux règles d'interprétation. Ou alors c'est la désinformation qui crée le risque en fait. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que c'est très dur de trouver de l'information. C'est des méthodes qui sont très difficilement relayées. On ne trouve pas forcément une conseillère près de chez nous, etc. Donc du coup, ça fait des femmes qui veulent, qui sont pleines de bonne volonté, qui prennent leur bouquin et qui apprennent par elles-mêmes, mais qui n'ont pas d'accompagnement, qui ne peuvent pas poser leurs questions, qui ne peuvent pas échanger et qui ne peuvent pas partager sur leurs doutes. Alors que voilà, c'est une méthode qui s'apprend. Et la fiabilité repose vraiment sur l'apprentissage, l'accompagnement, la formation. Et c'est à partir de là qu'on est bien armé et que, après, c'est un apprentissage qu'on a jusqu'à la ménopause, donc on est tranquille. Mais on est obligé de passer par cette étape-là. Donc la fiabilité repose sur ça. Et elle repose aussi sur autre chose, hein, c'est la communication dans le couple. C'est-à-dire que du coup, c'est une méthode qui demande au conjoint de savoir où est-ce qu'en est sa femme dans les phases de son cycle. Donc forcément, s'il y a une mauvaise communication, si l'un ne comprend pas très bien ou veut pas du tout s'investir, eh ben, on va bugger un jour ou l'autre. Genre, il va y avoir quelque chose qui va, voilà, on s'est pas compris. En fait, j'étais fertile, t'avais pas compris que j'étais fertile ou un truc comme ça. Et là, voilà, pas de préservatif et autres, et ça passe à la trappe. Donc voilà, c'est ça, c'est toujours le manque de communication dans le couple, la désinformation sur la méthode qui crée, on va dire, les erreurs de parcours qui sont finalement une expérience, mais tout ça, ça peut être évité en fait. Ouais. C'est hyper intéressant parce que tu reprends le pouvoir de ton corps, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a plein de préjugés aussi, c'est que les gens ne savent pas du tout, ils connaissent rien. Et du coup, ça leur fait peur, ou tout de suite, ils vont penser à la méthode de Gino, ah, ça marche pas. Et c'est un peu dommage parce qu'ils connaissent pas et ils vont pas apprendre pour pouvoir enfin avoir un raisonnement logique et tu vois. Je trouve ça un petit C'est peu ça. triste. Mais alors, Ouais. c'est quoi les autres fausses croyances et les préjugés ou les peurs que tu entends le plus souvent, en plus de ce qu'on vient de dire? Ouais, alors il y a quoi comme peur? Il y a l'histoire de la double ovulation, ou alors que on ovulerait, genre des femmes qui disent on peut ovuler quand on est en orgasme, tu vois. Euh, non mais c'est vrai, c'est des mythes qui font peur. En fait, tu peux avoir ton déclenchement de pic de LH pendant un orgasme, mais ça veut quand même dire que tu es en période fertile et que ça fait 6 jours que ton follicule il se prépare. Donc, tu sais que tu es en période fertile, tu vois. Tu peux pas ovuler n'importe quand, n'importe comment. Une fois que tu as ovulé une fois, tu changes de phase et tu sécrètes une hormone qui empêche une autre ovulation. Donc, tu peux plus ovuler jusqu'à tes prochaines règles. Enfin voilà, c'est quand même, il y a des sécurités dans tous les sens en symptothermie. C'est pour ça qu'on considère qu'on est fertile 9 jours. Ensuite, il y a l'histoire de la double ovulation. Comme quoi on pourrait ovuler 2 fois. Oui, effectivement, hein, des jumeaux hétérozygotes, ils peuvent c'est deux ovules séparés.
Alors on peut ovuler 2 fois, mais pas 2 fois, genre une fois au 12e jour et une fois Oui, c'est au même au moment. 20e jour. En fait, on ovule 2 fois dans les mêmes 24 heures parce que c'est toujours suite au même pic de LH que que les 2 follicules ils éclatent. Donc ça c'est pris en compte aussi dans les règles. Voilà, globalement, c'est surtout autour de ça. Puis on me dit: «Oui, ah, c'est chiant, ça doit prendre du temps». Heu, Bah, en fait, moi, je trouve que c'est moins chiant, de prendre ma température vite fait le matin pendant ma période fertile, donc à peu près 10 jours dans mon cycle. Ça me prend 30 secondes, que d'avant courir après ma pilule tous les soirs parce que mon portable, il sonnait et il fallait que, je cours derrière, enfin, pour trouver mon sac à main et prendre ma pilule tous les jours, Ouais, quoi. puis quand tu l'oubliais, ce qui arrivait, c'était chiant. Ah. Voilà, c'est ça et puis il faut aller faire ta prescription chez le gynéco, et puis, tu pas ta Et puis ça presse, coûte alors tu vas cher. soudoyer, ta pharmacienne pour qu'elle te donne une plaquette, enfin bref. C'est trop ça. Voilà, donc on a tous vécu ce Ouais. truc-là et moi je trouve ça beaucoup moins chiant que d'avoir un thermomètre et de prendre tes températures, bah, le matin au réveil, ça prend 30 secondes, tu prends ça avant de sortir du lit, et sachant qu'en plus, s'il te manque 1 ou 2 températures parce que, bah, tu as oublié ton thermomètre, ça va pas t'empêcher d'observer ton cycle, donc tout ça, c'est Ouais. pris en compte aussi, quoi. Ouais. Alors, en Donc plus de ça, de cette espèce de liberté qui prend pas beaucoup de temps, c'est quoi les bienfaits pour toi de cette méthode? bah, il y a différents plans, hein. Déjà, il y a le plan, écologique, tout simplement, parce que c'est hyper respectueux de notre corps, de l'environnement, parce qu'on ne fout pas des œstrogènes, dans l'eau et cetera. Donc ça, c'est un avantage, hyper respectueux de notre corps et hyper, comment dire? Pro santé, quoi. Après, comme d'autres avantages, je dirais que c'est vraiment retrouver comme tu disais, son pouvoir sur son corps, son indépendance. Moi, en tant que femme, dans mon vécu, ce qui est trop bizarre, en fait, c'est que ce qui était à la base, une méthode de contraception, donc voilà, liée à la sexualité, est devenu vraiment une force intérieure. C'est-à-dire que je me sentais j'ai regagné confiance en moi. C'est vraiment, être alignée avec les phases de son cycle, ça allait m'emmener vers un champ que j'imaginais pas, c'est-à-dire de comprendre qui j'étais en fonction des différentes phases de mon cycle. On en parle, ça de plus en plus, mais tu vois, le fait de suivre les différentes phases de mon cycle, de me dire: «Ah tiens, là j'ai ovulé», de me rendre compte que je suis capable, que mon corps il est en bonne santé, que moi je suis capable de m'observer, que voilà, j'ai un petit saignement à un moment du cycle et je suis capable de l'expliquer, je vais pas paniquer et aller voir mon gynécologue pour dire: «J'ai saigné». Ça m'a redonné mon pouvoir, mon indépendance, mon autonomie, et même dans mon couple, ça a rééquilibré un petit peu les choses parce que, du coup, c'était plus la contraception au service comme tu dis, enfin, tu vois, la pilule, tu pas de libido, mais tu peux baiser tout le temps, on va dire, sans te protéger, mais tu pas de libido de toute manière, tu vois? Tu fais plaisir à monsieur. Comme ça te fait une belle jambe. Donc voilà, tu fais plaisir à monsieur et là, tu retrouves ton désir, l'homme, il voit que tu es connecté à ton corps. Enfin, moi, on me disait: «C'est compliqué à gérer dans le couple, de remettre un préservatif, par exemple, le temps des périodes fertiles». Hmm. Mais en fait, mon homme, il était super ravi de voir que j'avais plus de désir et que j'étais plus entreprenante et tout ça et voilà, c'est un rééquilibrage de manière générale et du coup aussi avoir une sexualité qui change en fonction des phases du cycle, parce que du coup, il faut adapter, hein, quand tu es en contraception. Qu'est-ce qui se passe en période fertile? Tu vas te protéger, donc enfin, c'est en général après tu peux faire l'abstinence, mais en général, c'est le moment où tu as le plus de libido, donc tu te protèges. Mais voilà, tu vois? Donc franchement, d'un point de vue même du développement personnel, du cheminement intérieur, c'est quelque chose qui apporte énormément. Ouais. Alors parlons un petit peu du côté pratique. Comment ça se passe au quotidien? Alors, au quotidien, comment ça se Tu te passe? réveilles, tu vas Tu faire te pipi. Avant de faire réveilles. pipi d'ailleurs, je crois que c'est avant de faire pipi, il me semble. C'est ça. Donc, un cycle menstruel démarre le premier jour des règles. Voilà, on va reprendre la base. Ah bah si tu Donc, veux, tu peux nous parler effectivement des 4 phases ou 3-4 phases du cycle. Parce que je sais pas, des fois on dit 3, des fois on dit 4, bon bref, entre guillemets quoi. bon, en gros, je vais juste rappeler les phases du cycle et puis après, je vais expliquer un peu le quotidien Vas-y, vas-y. d'une femme qui pratique la symptothermie. Donc, en gros, le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Ça, c'est important de le préciser parce parfois, on peut penser que le cycle commence quand les règles se terminent ou quand on a des petits spottings, des petites taches brunes. Et en fait, les petites taches brunes, c'est pas le premier jour du cycle, ça, c'est du syndrome prémenstruel. Donc, le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles, donc des vrais écoulements.
Là, c'est un moment où on vient d'avoir une chute hormonale de progestérone et l'endomètre va progressivement se détacher. Donc l'endomètre, c'est la couche à l'intérieur de l'utérus, va se détacher sur 4-5 jours pour faire un nettoyage et pour préparer le corps à un nouveau cycle et à une nouvelle ovulation. À la fin des règles, grosso modo, on va avoir dans le cerveau l'hypophyse, l'hypothalamus et le système hypothalamo-hypophysaire qui va ordonner aux ovaires de redémarrer un nouveau cycle et donc à travers la FSH, je ne vais pas rentrer Non, mais c'est dans très le détail, intéressant. va demander aux ovaires de se redévelopper. Donc, il va y avoir des développements de plein de petits follicules dans les deux ovaires qui vont, eux, en réponse, envoyer cet œstrogène. Et l'œstrogène, c'est une hormone qui se balade dans le sang. Et donc, l'œstrogène va imprégner tout notre corps, il va influencer tout notre corps, nos tissus et donc la sphère aussi, on va dire, utérine et tout ça, génitale, mais pas que, parce que l'œstrogène agit sur tous les plans du corps de la femme. Donc, les follicules vont se développer pendant plusieurs jours. On dit qu'il faut à peu près 6 jours pour qu'un follicule mature puisse se développer. Et il y en a un de tous ces follicules qui va prendre le dessus, qui va être dominant. Donc, c'est ce qu'on appelle le follicule de De Graaf et qui va sécréter beaucoup, beaucoup d'œstrogène. Donc, ça prend quelques jours. Et à l'arrivée, au moment où ce follicule grossit, il prend le dessus sur les autres follicules. Le taux d'œstrogène étant tellement important dans le corps, on va sécréter dans notre corps, du coup, comme j'ai dit, l'œstrogène, ça va influencer notre utérus et ça va agir sur le col de l'utérus, là où il y a des petites cryptes, ce qu'on appelle les cryptes cervicales, qui sécrètent de la glaire. Et là, on va sécréter une glaire qui va être filante, élastique, translucide. On dit un peu comme du blanc d'œuf cru. Donc là, on sait que quand on a cette glaire-là, c'est qu'on approche de l'ovulation, on est fertile, on est vraiment imprégné d'œstrogène. Et là, le cerveau, justement, comme je disais, va, sous l'influence de ce taux hormonal, dire, ah ben c'est bon, le corps est prêt pour l'ovulation parce que le follicule est prêt, c'est l'œstrogène qui me le dit. Donc, on va déclencher l'ovulation. Il envoie un pic de LH qui vient faire une rupture de ce follicule et libérer cet ovule dans la trompe de l'utérus. Libéré, délivré. Exactement. Trop content. Et du coup, à la suite de ça, le follicule qui est rompu va se détériorer, on va dire, il va changer d'aspect, il va se transformer en corps jaune et sécréter une autre hormone, la progestérone. Donc, c'est vraiment l'hormone antagoniste de l'œstrogène. Et cette hormone-là, elle va avoir l'effet inverse. Et c'est-à-dire qu'elle va influencer la glaire en l'asséchant, la rendant plus pâteuse, cassante, collante. Donc, c'est pour ça parfois on peut voir cette glaire un petit peu, soit comme de la crème ou de la pâte, quelque chose un petit peu plus blanchâtre. Et elle est hyperthermiante. Donc, elle va induire une augmentation significative de notre température corporelle. D'accord. Donc l'ovulation, c'est vraiment un point de rupture. Hein. C'est pas une phase sur je ne sais pas combien de jours. C'est un point de rupture. C'est vraiment un changement de phase entre l'œstrogène et la progestérone. C'est un moment. Une ovulation, ça dure globalement entre 12 et 18 heures. C'est-à-dire qu'après l'ovule, il est biodégradable, il se détériore et il disparaît. Il ne s'écoule pas dans les règles en fait. Hein. Ouais. Il se détériore dans la trompe, c'est une petite cellule qui doit être fécondée fraîche ou pas fécondée du tout, du coup, parce qu'elle va se détériorer. Et du coup, on a cette phase de progestérone après qui va induire la montée de température, le changement de glaire qui va devenir plus pâteux, cassant et tout ça. Et comme il n'y a pas eu de fécondation, si fécondation il n'y a pas eu, le corps va se rendre compte en fait qu'il n'y a pas de, on va dire, le blastocyste qui est censé sécréter cette hormone, enfin le fœtus, l'embryon qui est censé sécréter cette hormone pour maintenir le corps jaune. Et du coup, le corps jaune va s'épuiser jusqu'à ne plus produire assez de progestérone et donc va y avoir une chute de la progestérone et l'arrivée des règles. Donc ça, c'est le cycle menstruel. Tadam. Tadam. Et ça, très peu de gens le savent. Tadam. Voilà. Bah ouais, alors que bon, c'est super intéressant de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, concrètement, quand on s'observe, qu'est-ce qu'on va faire? Pendant nos règles, bah, on a nos règles, donc on fait rien.
Et à la fin de nos règles, alors ça, j'explique pour les grandes lignes, hein, parce que vraiment, faut quand même pas se Suivre une dire formation voilà, faut pas se cyclo-intima. lancer à la suite de 1 heure de podcast. Faut quand même derrière se demander moi où est-ce que j'en suis, quelle est la longueur de mes cycles, est-ce que je dois me faire accompagner, etc. Mais globalement, si on fait les grandes lignes, on commence après, à partir du 6e jour, à prendre nos températures au réveil et à observer notre glaire. Alors la glaire, on peut l'observer de 2 manières. Soit on va la chercher au col, directement au niveau avec les doigts, soit à la vulve sur le papier toilette. Donc pour certaines femmes, c'est très lisible. C'est-à-dire que juste en s'essuyant avant et après le passage aux toilettes, tu t'essuies et tu regardes ce qu'il y a sur le papier toilette. Et là, tu peux voir quelque chose de crémeux, quelque chose de filant. Enfin, tu observes comme ça. Et là, tu commences à analyser ta glaire et tu notes jour après jour sur un petit tableau qu'on appelle un cyclogramme, l'évolution. Donc, tout simplement, tous les jours, hop, tu coches ta température, hop, tu notes ce que tu as vu sur ta glaire. Tiens, aujourd'hui, j'ai vu que c'était crémeux, aujourd'hui, j'ai vu que c'était pâteux, aujourd'hui, que c'était filant, etc. Et donc là, on peut mettre en évidence l'évolution. Et du coup, on fait ça jour après jour, jusqu'à un moment où on va voir que justement, elle évolue pour devenir de plus en plus filante, élastique, translucide. La température, dans un premier temps, elle est plutôt stable et basse. Et à un moment, paf, on va se rendre compte que du jour au lendemain, on va observer une glaire qui est pâteuse, crémeuse, cassante, et une température en même moment qui augmente. Donc là, on attend 2-3 jours. En fait, on attend 3 jours globalement. Et là, on peut se dire, OK, c'est bon, ma période de fertilité est terminée. J'ai bien ovulé, je suis dans ma phase progestérone. Et du coup, on peut arrêter de prendre nos températures. Et est-ce que ça veut dire qu'on peut se protéger sans préservatif à ce moment-là? Justement, là, tu es totalement infertile, donc tu n'as plus besoin de mettre le préservatif à ce moment-là. Oui, bien sûr, je rappelle sur le côté infertile, mais pas sur le côté protection des maladies sexuellement Oui, transmissibles. Petit exactement. rappel. C'est Ouais, ça. non, c'est hyper intéressant. Quand tu vas aux toilettes le matin, c'est avant d'aller faire pipi que tu t'essuies pour Oui, voir ta après, glaire? moi, c'est devenu une habitude, c'est-à-dire que quand je vais aux toilettes, en fait, tu sais, tu peux même t'essuyer. Parfois, je sais pas si c'est déjà arrivé, tu t'essuies et tu sens que ça glisse, quoi. Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est ouh, Voilà, ça surfe. voilà, c'est l'effet surf. Du coup, ça glisse complètement au niveau de la vulve, quoi. Et ça, là, tu sais que c'est ça la glaire, hein. Ouais. Parfois, t'as pas besoin tu sens que tu es mouillé et tu associes la glaire aussi au ressenti parce que quand tu te sens mouillé, lubrifié, c'est que tu es dans la fertilité et que quand tu te sens sèche, c'est un signe d'infertilité aussi. Intéressant, parce qu'effectivement, Hein. ça n'arrive pas tout le temps, c'est un peu au milieu de cycle que ça glisse, et ça, c'est un Exactement. signe, c'est un des symptômes de fertilité, d'ovulation. Exactement. Tout à fait. Et alors, par rapport au fait que tu notes, tu sais, ma glaire est un peu cassante, un peu crémeuse, un peu blanche, un peu collante, dans ton programme, tu as des petites cases à sélectionner, comment ça se passe? Tu veux dire comment je le note? C'est-à-dire que toi, dans le programme que tu offres, enfin que tu proposes, est-ce que vous avez, comment vous nous aidez pour que nous, on puisse savoir Mhm. comment caractériser une glaire cervicale, tu vois? Ah, ça, c'est la grande question. Alors, toutes les conseillères, on va dire, ont leur méthode. Moi, ce que je fais, c'est que donc j'ai une formation en ligne avec plein de photos de glaire pour démystifier tout ça et dire ça, c'est une glaire comme ci, ça, c'est une glaire comme ça, parce que c'est bien beau la théorie et les mots, mais nous, on observe quelque chose de concret. Ouais. Donc, dans la formation, il y a tout cet aspect, on va dire, toutes les méthodes pour vraiment observer sa glaire, comment je fais, comment je la vois, la température, enfin, on rentre vraiment dans le détail de tous les signes de fertilité parce que on peut aussi aller observer le col de l'utérus, etc. Et puis après, moi, je fais des suivis personnalisés, c'est-à-dire que les femmes que je suis, elles m'envoient, quand elles ont des doutes, alors je les mène vers l'autonomie, hein, mais au début, les premiers cycles, on ne sait pas trop à quoi on a affaire. Et je leur dis, envoyez-moi vos photos, dites-moi ce que vous voyez, et puis moi, je vous donne mon avis après. Donc, en général, moi, ce que je conseille, c'est sur un cycle ou deux, au début, pour s'amuser. C'est pas forcément très glamour, faut pas que tout le monde se balade sur notre portable parce qu'on a plein de photos de glaire, mais c'est de prendre en photo ce qu'on observe Ouais. pour pouvoir voir l'évolution parce que souvent on oublie d'un cycle à l'autre ce qu'on a fait, ce qu'on a vu le cycle précédent. On oublie quoi. Donc c'est bien d'avoir, on va dire, un cycle où on a toute l'évolution de notre propre glaire Ah oui, pour d'accord, tu prends pouvoir. photo. Ouais, voilà, voilà. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que les femmes, en général, soit c'est très évident pour elles, elles n'ont pas de problème, elles me disent, bah non, pour moi, là, c'est pâteux, c'est crémeux, c'est filant, ok.
Soit elles me disent, bah là, je sais pas ce que c'est, elles m'envoient une photo et puis on en parle. Hmm. Donc, c'est vraiment très personnalisé là-dessus, quoi. Tu nous as dit pour l'infertilité que quand c'était sec, c'était un signe d'infertilité. C'est quoi les autres signes d'infertilité? Et ben, c'est cette montée de température Ouais. qui dure, hein, parce qu'il ne faut pas que la température chute au bout de 2 jours, hein. C'est pour ça qu'on la prend sur plusieurs jours, c'est pour être sûr que ça se stabilise. C'est ça, en gros, c'est ça. C'est les ressentis de sécheresse, la glaire pâteuse, cassante, voire plus du tout de glaire, et la montée de température. C'est vraiment les 3 signes qui mettent en évidence l'infertilité. Et puis aussi, on a un col de l'utérus qui est bas, qui est dur et qui est fermé. Mais voilà, c'est pas forcément le signe le plus évident à interpréter, donc ça, j'en parle dans ma formation, mais j'insiste pas trop dessus parce que c'est pas non plus le plus facile, quoi. Quand tu dis cassant, c'est quoi une glaire cassante? Ah oui, une glaire cassante, je sais comment te expliquer. Alors, je vais te montrer c'est quoi une glaire filante pour te montrer c'est quoi une glaire cassante. Tu vois du blanc d'œuf cru, tu vois Ouais. comment le blanc d'œuf cru il coule. Si tu Mhm. prends entre tes doigts, tu peux vraiment étirer ça sur plusieurs centimètres. Ouais. Une glaire cassante, c'est, tu vois, de la crème fraîche, tu mets ça entre tes doigts, tu vois que ça casse D'accord. à moins d'1 centimètre. Ouais, ouais, c'est un peu comme le gluten et puis de la farine de riz. Voilà, Tu c'est sais, le ça. côté où tu peux. Ouais, d'accord. Voilà, Chacun sa c'est le côté métaphore. étirable, on va dire. Quelque chose de filant que tu peux étirer entre les doigts sur plusieurs centimètres, c'est filant, élastique. Quelque chose que tu ne peux même pas étirer à 1 centimètre, c'est quelque chose de cassant. Non, mais c'est intéressant parce que ça, déjà, ça va de soi, finalement, ça a du sens. Parce que Ouais, pour la fertilité, bah oui, si ça colle plus, t'as plus de chances de garder l'œuf, quoi. Mais voilà. c'est marrant comment on peut être complètement dégoûté de choses. Tu vois, les pertes blanches, bah, tu te souviens, tout le monde, on en a honte, quoi, entre guillemets. Alors qu'en fait, bah, c'est un putain d'indicateur, quoi. C'est génial, Ah c'est non, mais des. c'est complètement ça. Et puis, en fait, ce qui est marrant, c'est que ce qui avant était soit inconnu, soit du dégoût, devient le lendemain, quand on se met à la symptothermie, trop bien, quoi. Tu vois, quand on voit notre première glaire filante, on a envie d'en parler. Et T'en d'ailleurs, parles à ton mec, t'as vu mon chat, t'as vu ma glaire? tu vois, t'arrives dans la salle de bain avec ton mec, regarde la glaire, elle est filante. Ça fait des Trop discussions un cool! peu bizarres après. Ouais, non, mais c'est génial, moi, je trouve ça super. Réjouis de choses après auxquelles tu pensais pas te réjouir un jour, tu vois. Et alors, là, oui, c'est clair, ouais, ouais, mais tant mieux, c'est bien, c'est des bonnes surprises. Par rapport au thermomètre, hein, c'est pas le même thermomètre que tu mettais dans l'anus il y a 15 ans qui est resté dans la boîte à pharmacie, hein, Non. c'est un thermomètre différent. C'est un thermomètre spécifique, c'est ce qu'on appelle un thermomètre à double décimale, c'est-à-dire avec 2 chiffres après la virgule. C'est pas beaucoup plus cher, hein. Moi, celui que je recommande, il est à 20 euros. Alors, j'ai aucune action chez eux, c'est juste que j'en ai essayé des tonnes et que je reviens toujours sur le même. C'est le Cyclotest Lady de chez Bivea et il coûte une vingtaine d'euros ou 18 euros. Il dure des années, largement suffisant. Et je préfère préciser ça parce qu'aujourd'hui, on fait des thermomètres à 300 euros qui sont connectés à ton téléphone et c'est trop bien et tout. Mais ça sert à rien, ça reste un thermomètre en fait, hein. Ce qu'on veut, Ouais. c'est le chiffre. Donc voilà, ça c'est vraiment le thermomètre qu'il faut. Malheureusement, il y a encore quelques années, quand je pratiquais, on en vendait encore à la pharmacie des doubles décimaux, des thermomètres à double décimale. Et bah, va savoir pourquoi, on n'en vend plus du tout. Donc on est obligé de le commander sur Internet. D'accord, bizarre. Mais voilà, il faut un thermomètre spécifique et surtout, dans un même cycle, on ne change pas de thermomètre parce que chaque thermomètre a sa norme, on va dire, et même si c'est deux thermomètres de la même marque, on reste sur le même outil, quoi, dans le même cycle. Ouais, ouais, ouais. Et alors, combien de mois on met à vraiment se familiariser avec cette méthode? Écoute, moi j'aime bien dire 6 cycles d'apprentissage. 6 cycles, hein, parce que parfois on n'a pas des cycles de 1 mois, donc je parle en cycle. Mais après, il y a des femmes c'est moins, il y a des femmes c'est plus, c'est très personnel, ça va dépendre de notre histoire. Ça va dépendre de d'où on vient aussi, parce qu'une femme qui vient tout juste d'arrêter la pilule, Ouais, justement, c'était une question. voilà, elle va avoir ce qu'on appelle un syndrome post-pilule, c'est-à-dire que, il y a un petit mélange entre les hormones de synthèse restant dans le corps et ces vraies hormones naturelles, ce qui n'empêche pas de retrouver une ovulation très vite, hein. Mais du coup, ça peut entraîner des premiers cycles un petit peu perturbés. Pour ça que dans ce cadre-là, pour le coup, c'est bien d'être accompagné parce qu'on peut être confronté, par exemple, à une glaire qui est difficile à interpréter, une température qui n'est pas très franche, parce qu'on est un peu mélangé avec les hormones de synthèse, le temps que ça se mette en place et le temps d'évacuer tout ça. Donc, moi, je dis 6 cycles d'apprentissage, c'est pas mal. Et après, bah, ça dépend des femmes. Et 6 cycles d'apprentissage en autodidacte ou accompagné, ça rend pas la même chose.
en post-pilule ou alors si ça fait des années qu'on est à nos cycles naturels, c'est pas pareil aussi. Donc voilà, faut vraiment se dire, faut vraiment se poser les bonnes questions de quand est-ce que je me sens à l'aise. Et surtout, moi, ce que je conseille, si au bout de 2-3 cycles, vous n'êtes pas à l'aise, faites-vous accompagner. Parce que sinon, c'est un coup à se planter, en fait. C'est pas... Et ça peut être sur un très court terme, hein, pas forcément sur un an d'accompagnement, mais juste pour valider, pour être sûr, parce que ça change tout à la pratique, quoi. Et alors, dernière question sur ce sujet, on parle de jour Doring-Rotzer. C'est quoi alors? Ah oui, alors le jour de ring, ça c'est du jargon, hein. C'est pour ça qu'après, il faut rentrer dans le détail de l'interprétation, parce qu'il y a des mots, il y a des mots à connaître dans la symptothermie. Il y a le jour de ring, il y a le jour sommet, par exemple. Le jour de ring, c'est l'ouverture de la fenêtre de fertilité. C'est D'accord. aussi ce qu'on appelle le point de départ, c'est-à-dire que c'est le jour à partir duquel, hop, ça y est, tu es dans ta fenêtre de fertilité. On ouvre la fenêtre de fertilité avec ce qu'on appelle le jour de ring. On met un petit dé sur le cyclogramme. Et le jour sommet, c'est le pic de la fertilité, c'est le jour où on est au maximum de notre fertilité. Mais comment tu sais que tu es dans le jour Doring du coup? Alors, en fait, du coup, quand tu as des cycles classiques, les 12 premiers cycles, on ouvre la fenêtre de fertilité au 6e jour du cycle. Ah ouais, ça va vite. Sauf pour les femmes qui ont des cycles courts, Hmm. on va faire plus tôt parce qu'on estime qu'elles peuvent ovuler plus tôt. Et c'est au fur et à mesure de l'observation des cycles, parce que du coup, je vais rentrer vaguement dans les détails, mais ça va embrouiller les femmes, je ne vais pas leur faire peur avec tout ce jargon. Mais il y a le jour de ring, il y a l'ouverture de la fête de fertilité théorique et réelle. C'est-à-dire qu'il y a le théorique de on ouvre la fête de fertilité au 6e jour au début, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va ovuler. Puis après, quand on s'observe et qu'on a mis en évidence ce changement de phase et le jour sommet, le pic de fertilité, on peut calculer à partir de quel jour réellement on était à risque de tomber enceinte. Donc le jour de ring réel du cycle en cours. Ça fait une différence, hein, il y a toujours 3-4 jours de différence entre ces deux jours-là. Et au bout d'un certain nombre de cycles, au bout de 12 cycles, on a assez de recul pour modifier et ce jour d'entrée dans la phase fertile et de l'adapter à la réalité de nos propres cycles. C'est pour ça que c'est une méthode qui est assez long terme, c'est une méthode qui va nous apprendre un peu notre propre fonctionnement et on va voir nos tendances générales. Tu vois, on va avoir un certain nombre de chiffres sur la tendance de nos phases lutéales, la tendance de nos jours sommets. C'est toujours des fourchettes, la tendance de notre ouverture de phase fertile. Et ça, c'est des chiffres qui vont nous indiquer justement quand il y a une perturbation, on va vite le voir vu qu'on connaît toutes nos tendances, quoi. Ouais. Donc Rotzer, c'est sommet, c'est ça? Jour sommet, non, le jour de ring, c'est l'ouverture de la fête de fertilité et le jour sommet, c'est le pic de fertilité. Ah, parce que Rotzer, ça va où du coup? Ça va avec Doring, c'est ça? Ouais, Doring Rotzer, mais en fait, c'est le créateur de la méthode, mais on peut se dire, aujourd'hui, on n'utilise plus trop ce terme-là, on dit plus jour Doring. D'accord, ok. Moi, je pensais que c'était deux personnes différentes. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est clair. D'accord. Bon, bah voilà, c'est tout pour ce sujet aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélissa. Avec grand plaisir. Et j'espère qu'on aura été suffisamment clair. Bah ouais, non, mais en tout cas, où est-ce qu'on peut te trouver pour en connaître plus sur la symptothermie? Alors, bah, tout simplement sur mon site internet, c'est www.cyclointima.fr. Et puis sinon, bah, sur Instagram, hein, Mélissa Cyclointima, je suis assez facilement joignable. Merci, Mélissa. Merci beaucoup, Léna.